Bienvenue à Lahore pour la suite de ce fantastique tour du monde de la francophonie. Vous voyez derrière moi, il y a un décor somptueux et je vais vous présenter nos invités, des Pakistanais francophones, la ministre députée des Affaires sociales, surnommée la ministre des Pauvres, Marvi Memon, et l'historien Fazal Dad Kakar. Et nous allons d'abord parler de le Pakistan d'aujourd'hui. Il a été créé il y a 70 ans après sa séparation avec l'Inde. Marvi Memon, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints dans cette magnifique... Bienvenue au Pakistan. Merci. Et avant de parler de votre pays, de votre travail, je voudrais que vous nous disiez en quelques mots comment vous êtes entré dans l'espace virtuel et réel de la francophonie. Je crois que ça s'est passé au Maghreb et c'est assez intéressant pour nous le raconter. Oui, j'étais en France quand j'étais petit. Mon père, il travaillait pour IBM. Alors, j'ai appris le français à Paris. J'étais à l'école anglaise de Paris et c'est comme ça que je suis dans le monde francophone. Et j'ai continué à parler français et d'être avec des francophones toute ma vie. Et ça m'a beaucoup aidé. Et vous avez vécu au Maroc, je crois? Non, je n'ai pas vécu au Maroc, mais je le sens arabe. D'accord. Oui. Et donc, depuis, vous êtes en contact permanent avec la France. Voilà. Et je crois même savoir que cette année, vous avez été décoré de la Légion d'honneur à Paris. Cette année, oui. Formidable. En Islamabad, ça s'est passé en juillet. Et c'est un grand honneur pour moi parce qu'à 45 ans de mon anniversaire, ça s'est passé juste le jour de mon anniversaire. Vous êtes combien de députés Islamabad à parler français? Je ne crois pas qu'on a beaucoup de députés et j'espère qu'ils vont avoir plus de Pakistanais qui parlent français, mais je ne crois pas qu'on a assez. Très bien. Alors pour votre travail, je crois qu'un des dossiers sur lequel vous travaillez le plus, c'est que vous vous occupez de la population pakistanaise la plus précaire et entre autres les femmes. Oui, voilà, c'est ça. Alors, quel est le quotidien d'une ministre députée pakistanaise francophone féministe qui se bat pour les plus pauvres, les plus précaires, c'est-à-dire les femmes? Ça consiste en quoi votre travail? Ça consiste d'être avec mon peuple, d'être avec mes femmes, d'être avec les gens que j'adore. C'est des gens ils travaillent très dur. Ils ont la vie très dure aussi. Mais le Pakistan, l'État de Pakistan, le gouvernement de Pakistan prend soin d'eux et on donne le stipend tous les 3 mois. Et c'est comme ça qu'il arrive à vivre une vie un peu plus belle qu'avant. Et c'est intéressant que vous avez cette mosquée dans le background parce qu'on a fait un grand event ici il y a un an. On a donné des 10 000 de interest-free loans. Ça veut dire que l'argent on donne pour qu'ils fondent entreprises. Une entreprise pour des femmes donc? Pour des femmes et pour les hommes aussi. Ici même, dans les 10 000 des personnes qui sont venues ici même. Alors ça, c'est le moderne Pakistan et aussi le historique Pakistan. Parce que ça a commencé ici et c'est toujours vivant, cette ville. Et Lahore, vous savez, c'est le cœur de Pakistan. Bien sûr, on l'appelle le cœur de Pakistan. Il y a des belles villes de Pakistan, mais Lahore, c'est très spécial. Mais justement, le Pakistan est un pays très jeune, il a 70 ans, mais il est ancré dans une civilisation millénaire. Voilà. Alors pour les 70 ans, pour nos téléspectateurs qui nous suivent dans ce tour du monde de la francophonie qu'on fait en partenariat avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie et avec la participation des alliances françaises. Donc, pour nos téléspectateurs sur les 5 continents, si je vous demandais, moi, journaliste, de nous résumer en quelques mots, de nous faire un bilan de ces 70 ans. C'est trop court, mais c'est assez important. Comment diriez-vous où en est le Pakistan aujourd'hui? Le Pakistan, c'est un pays qui a commencé avec le Indus Civilization. C'est-à-dire en français, en bon français? Ça veut dire la civilisation qui est sur le Indus, sur la rivière Indus. Et ça a commencé de l'Indus? Oui, le 5000 avant. Et on va discuter de cela avec le Dr Fazal. On a seulement 70 ans, mais on a une histoire qui est très, très belle. Et on va en parler avec le Dr Fazal. Et maintenant, le Pakistan moderne est un Pakistan qui est vivant, qui a beaucoup de jeunes gens, qui a une démographie très jeune
et une démographie qui bouge vraiment. Et qui a beaucoup de problèmes 200 aussi. millions de personnes ici au Pakistan. 100 millions vivent ici, dans le Pendjab. Et 200 millions partout dans le Pakistan. C'est grand le Pakistan. Un pays, on est fier d'être nucléaire aussi. On est fier d'être islamique. On est fier d'être très bonne avec nos minorités aussi. Et on est aussi très fiers de notre culture et history. Mais en même temps, on a un futur qui est basé sur l'agriculture et aussi l'industrie. Alors c'est tous les deux et c'est comme ça que l'économie marche avant. L'économie avance. Très bien. Oui. Justement, un des problèmes auxquels vous vous êtes attaqué assez courageusement, parce que ça vous a valu quand même quelques inimitiés, c'est que vous avez réussi, vous avez rattaché votre nom à une loi contre un des types d'agression contre les femmes les plus scandaleux, qui est d'ailleurs répandu aussi bien en Inde que dans beaucoup de pays au monde, c'est le vitriolage des femmes. C'est une horreur absolue. Vous avez réussi à pénaliser très lourdement ce crime, allant de 14 à 25 ans de prison. Ça vous a valu, ça ne vous décourage pas pour continuer à lutter pour la promotion de la moitié du peuple pakistanais qui sont les femmes. Les femmes dans la culture islamique ont une très belle et bonne, comment on peut dire, they have a good base dans la religion islamique. Mais comment ça marche dans les choses modernes, c'est que c'est pas exactement le même. Alors c'est important que les choses si les femmes sont attaquées, il faut des lois qui sont bonnes pour eux. Et maintenant, ces lois-là, pour le acide, pour les victimes de acide, c'est bien parce que les femmes... de vitriolage. Voilà. C'est pourquoi les femmes ont un choix d'aller aux polices et pour dire que ça ne va pas, ça, et ça va pas, il faut que ça arrête. La violence s'arrête. Est-ce qu'elle s'est arrêtée? Elle a baissé? C'est diminué. Ça n'a pas arrêté, mais c'est beaucoup... diminué. C'est diminué maintenant. Voilà. Très bien. Et on vous le doit en bonne partie parce que vous avez pénalisé un des crimes les plus horribles. Docteur Fazal Dad Kakar, on va parler avec vous du passé du Pakistan. Et là, on est en Asie. On a l'impression qu'on est très loin de l'Europe. Mais vous nous rappelez que les contacts avec l'Europe sont très anciens et remontent même à Alexandre le Grand, qui est venu jusqu'ici, dans cet endroit où nous sommes en train de parler. Racontez-nous comment cette Europe, cet Alexandre le Grand est venu jusqu'ici. Eh bien, oui, ça c'est au milieu du 3e siècle avant Jésus-Christ, quand Alexandre le Grand, macédonien, a commencé par conquérir le monde, surtout l'Est. Et la campagne, il a commencé, en bref, je dirais, quand il est arrivé ici. Il est arrivé à la dernière campagne de Bakhtar, qui est contre les Parthes, le peuple de la Perse, oui. De là, il est venu vers la Indus, vers la sous-continent ici. Nous avons l'appel à la prière. Oui. Et le premier, il est arrivé, il y a une place au bord de la Indus, là, près d'Atak, au Punjab, Hand, il s'appelle. Dans Hand, il était là, puis après, il est venu au Texela, près d'Islamabad, capitale de Pakistan. Et là, il était reçu par une Raja, Ambi, qui s'appelle. Et il est resté une mois là, puis il a commencé à aller vers la sous-continent. Près de Plau de Jhelum, Raja Porus, il y avait la guerre entre deux armées, celle d'Alexandre. Alors, Alexandre conquit l'armée de Porus, mais il est gravement blessé là par une flèche. Et dans cette région-là, il y a la mine de sel. Alors, l'armée d'Alexandre a refusé d'aller encore parce qu'ils sont partis de chez eux il y a 3-4 ans. Alors, ils ont retourné et il a payé avec cette selle, ces armées-là, avec les sacs de ça. Et il n'est pas venu seulement en conquérant, il est venu avec ses rêves fous qui sera repris par Napoléon Bonaparte, celui d'unifier l'Orient et l'Occident. Il a
marié des Grecs, Oui, des oui, milliers de Grecs avec des milliers de Grecs, femmes. des Iraniens, oui, ça c'est tous ici aussi. Mais à Bakhtar, il a un marié qui s'appelait Roxane. Et puis ça. Donc il a épousé une Perse. Oui, 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 oui. Et puis il a retourné parce que l'armée refusait. Il est allé vers la sud, à l'océan Indien, près de Karachi. Il a envoyé quelques armées en bateau à la mer et quelques ils sont partis vers la Macédonie. Mais quand il est arrivé à Baboul, en Irak, En Afghanistan aujourd'hui. oui, mais à cause de... Non, en Irak, Baboul. En Irak, à cause de malarie, il est mort là. Et puis comme ça. Alors ça, c'était le contact avec les Européens au 3e siècle avant Jésus-Christ, avec cette partie du monde. Très bien. Une des conséquences les plus incroyables, c'est que ça a donné naissance à des royaumes indo-grecs. Oui, oui. J'ai vu des sculptures de Bouddha qui font penser aux sculptures grecques. Oui, oui, bien sûr, parce qu'après le passage de l'armée de ça, on a dans la sculpture de Gandhara, qui s'appelle indo-grec influence sur cette sculpture de Gandhara. D'accord. Et le prénom d'Alexandre Iskandar est un des prénoms les plus populaires aujourd'hui au Pakistan comme en Inde. Oui, oui, bien sûr, mais je vous rappelle, on avait ici au Punjab, en général, Allah, Ventura, qui avait fait excavation d'une top archéologique là. Il a demandé à des gens là, est-ce que ici c'est qui là? Ils ont dit que de Sikandar, cheval s'est enterré dans cette top là. Voilà. Et alors vous-même, vous avez étudié en France, à la Sorbonne. Vous avez fait une thèse sur le néolithique, d'archéologie, donc de préhistoire. Vous avez, je crois, épousé une Française du sud de la France. Vous retournez régulièrement en France. Est-ce que vous pensez que le français, il y a encore, moi j'ai constaté une demande de France, une demande de culture française, de langue française au Pakistan. Vous le sentez aussi? Oui, bien sûr, très fortement. Et les relations avec la France, les échanges universitaires, vous êtes satisfait de leur ampleur? C'est ce qui se développe? Oui, bien sûr, bien sûr. Beaucoup d'étudiants sont allés obtenir d'implosifs sujets là. Très bien. Et là, justement, Marvi Memon, pour les échanges avec la France, et je vois que vous tenez à ces échanges culturels, ce qui n'exclut pas les échanges avec d'autres pays, mais avec la France, est-ce que entre l'Assemblée nationale d'Islamabad et le Parlement français, est-ce qu'il y a des relations, des échanges, des missions? Est-ce que des bourses d'études? Dites-nous un peu où est-ce que ça en est. Pas assez. Je crois qu'il faut plus parce qu'il n'y a pas assez. Et spécialement avec l'Assemblée nationale et notre Assemblée, il faut de plus. Parce que c'est quelque chose qui nous manque ici au Pakistan. Donc ça, j'espère que ça a été entendu. Eh bien, nous sommes donc à Lahore. L'Inde est à 20 km d'ici. Figurez-vous que le Pakistan et l'Inde ont célébré cette année, le 14 et le 15 août, leur divorce, et donc leur naissance. Et une des cérémonies les plus incroyables, les plus surréalistes de la région, c'est la cérémonie de la fermeture de la frontière qui est juste au-delà de la ligne d'horizon entre les deux pays. C'est une cérémonie qui était au début une kermesse purement patriotique, mais elle était tellement grandiloquente, tellement un simulacre de combat avec des soldats, avec des uniformes chamarrés qui rappellent les chevaliers du Moyen-Âge. Mais trêve de commentaires, je ne vous en dis pas plus. Regardez la relève des gardes frontières et la fermeture de la frontière entre les deux pays. On regarde ensemble.
One. Oui, donc nous continuons le tour du monde de la francophonie depuis Lahore, dans la plaine du Pendjab, plaine qui est célèbre aussi pour la production du riz basmati. Et donc des nourritures matérielles, on va passer aux nourritures culturelles. Je vous présente Anjoum Alix Noun, vous êtes artiste peintre, vous êtes franco-pakistanaise, votre mère est française, et Hidayat Hussein, vous êtes écrivain francophone, vous avez même publié un livre, un recueil de poèmes en français, dont on va voir la une, et nous allons discuter avec vous de la culture dans le sens moderne du terme, c'est-à-dire littérature, cinéma, peinture. D'abord, la peinture, Anjoum. Nous sommes ici dans une ville qui a été une des grandes capitales de l'Empire moghol. Et l'Empire moghol est un des rares empires musulmans qui a créé une peinture nationale dès le XVIe siècle, inspirée des gravures de la Bible que les jésuites avaient offert à l'empereur. Et vous, vous êtes peintre. Justement, où en est aujourd'hui la peinture moderne au Pakistan, par exemple? Est-ce qu'il y a des galeries? Est-ce qu'il y a des biennales? Est-ce qu'il y a un marché de l'art, des critiques d'art? Oui, il y a beaucoup de galeries. Il y a des biennales qui sont assez nouveaux, mais depuis quelques années. Il y a des critiques d'art. Il y a tout ce qu'il faut et c'est très très vivant, c'est très contemporain. Ça va complètement avec le monde entier. C'est pas du tout un truc du passé ou très vieux ou n'importe quoi, mais c'est très très contemporain, très vivant. Pakistan, oui. Et donc il y a un public. Il y a un public très important. Il y a des, peut-être on ne va pas dire des mécènes, mais il y a des gens qui sont très appliqués dans vouloir promouvoir l'art au Pakistan et même des vieilles traditions. Alors c'est la calligraphie ou les miniatures, par exemple, on parlait des miniatures, et même le chant. Alors tout ça mélangé avec des idiomes très contemporains. Alors c'est la peinture d'huile, c'est la peinture des installations, n'importe quoi, il y a tout. Vous-même, vous avez illustré des poèmes oui, alors, avec des tableaux en acrylique et à l'huile, c'est ça? Oui, alors j'ai collaboré avec une autre artiste au Pakistan là, et c'est des peintures où les deux artistes ont peint ensemble, et chacun dans leur studio. Et c'était vraiment un enchaînement de son ego et de comprendre comment partager et collaborer. Ouais. Et c'est ça vraiment l'essence de tout ce qui vient dans le monde, c'est de savoir justement faire la synthèse des trucs. Comme moi-même, je suis une synthèse d'un Pakistanais et une mère française. Et là, on a ensuite fait, on a montré les tableaux à tout le monde, quoi. Bien sûr. Et il y a une écrivaine française qui a donc écrit des poèmes sur chaque tableau. Qui s'appelle comment? Martine Girogueberi. Très bien, une poétesse. C'est une écrivaine et poétesse. D'accord. Donc vous avez parlé de synthèse. Eh bien, cela m'amène à parler, à m'adresser à Hidayat Hussein. Quand on dit synthèse, au Pakistan, ici, nous avons 4 grandes régions qui regroupent 4 groupes linguistiques, chacun avec sa culture, son histoire. Il y a deux langues communes. Il y a l'ourdou. L'ourdou qui est une langue déjà une des synthèses les plus extraordinaires parce que c'est un mélange d'hindou, d'arabe, de persan et de turc. Et ça fait une langue, très grande langue littéraire. Et plus vous avez l'anglais qui est aussi une langue, quasiment une deuxième langue nationale. Donc ça veut dire que vous avez une littérature en 6 langues. Oui. Comment est-ce qu'on s'y retrouve? Il y a une littérature, il y a un prix littéraire, il y a des éditions, il y a des festivals, des salons du livre. Comment ça se passe? Tout d'abord, la littérature au Pakistan est foisonnante, pas seulement dans la langue nationale ourdou. Il y a un public de 200 millions de lecteurs bien potentiels. sûr, mais dans les autres langues aussi, dans le sindhi surtout, et dans le balochi, dans le pashto, dans les régions du Pakistan, aussi. Le Balouchistan. Et également en anglais parce qu'il y a un grand diaspora pakistanais qui vit dans divers pays, Angleterre, Canada et États-Unis. Et la jeune génération, les jeunes Pakistanais qui sont nés et qui ont grandi dans les autres pays, ils ont un élan de créativité qui est incroyable.
il y a de très grands romanciers d'origine pakistanaise établis en Angleterre, par exemple, très connus. Et grosso modo, par exemple, disons ces 5 dernières années, les grands succès littéraires, c'est quoi? C'est des romans, des pièces de théâtre, des poèmes? Parlez-moi au moins d'un best-seller qui a vraiment défrayé la chronique. Le genre littéraire qui est privilégié au Pakistan est la poésie. D'accord. Traditionnellement. Mais le roman est arrivé un peu tardivement dans les langues locales. Et le roman est surtout le genre de roman est très fort quand les auteurs s'expriment en anglais. Parce que le roman est en fait, le genre littéraire, le roman est un petit peu emprunté. D'accord. Une question. Est-ce que ceux qui écrivent en anglais, comme par exemple en Afrique du Nord, ceux qui écrivent en français, est-ce que c'est parce que écrire en anglais dans une langue qui n'est pas la langue maternelle permet d'exprimer plus de choses qu'on ne peut pas exprimer dans sa langue maternelle? D'avoir une audience plus large. Et pas seulement pour la liberté de dire certaines choses. Que les jeunes Pakistanais qui grandissent dans les pays étrangers, ils sont plus forts dans leur langue adaptée que dans leur langue maternelle. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a la littérature d'origine pakistanaise en anglais, la langue anglaise, est vraiment florissante. Et ces écrivains de la diaspora anglophones sont lus au Pakistan, imprimés, oui, diffusés. Est-ce qu'ils sont invités, ils viennent? Mais bien sûr, il y a des expositions littéraires au Pakistan, comme le Karachi Literary Festival, et ces écrivains-là viennent. Et aussi, il y a des écrivains qui vivent au Pakistan, mais qui écrivent en anglais, ça arrive aussi. Hein. Donc ce n'est pas uniquement la littérature en langue anglaise n'est pas une littérature uniquement de diaspora, bien sûr. Et il y en a qui écrivent en français, comme vous. Je crois savoir que vous allez publier bientôt un autre livre en français et en France. Oui, bien sûr. De quoi s'agit-il? Ce sont des billets d'un blog que je tenais sur le site du journal Le Monde. D'accord. Et ça s'appelait Les Actualités pakistanaises. Donc, du plus grand quotidien. Et j'ai rassemblé français. Ces billets de blog pour faire un livre qui va bientôt être publié au dernier trimestre de cette année. Chez quel éditeur à Paris? C'est Les Indes Savantes. Les Indes Savantes. Oui. Très bien. Et donc ce sera un recueil des chroniques que vous publiez dans le journal Le Monde. Ça s'appelle ce livre s'appelle des héroïnes et des couards. Et des couards. Des couards, oui. Très bien. Bon, c'est des portraits des femmes pakistanaises qui se sont fait parler d'elles dernièrement, des femmes très courageuses, et les couards que vous connaissez. Hein. Bien sûr. Très bien. Eh bien, écoutez, on l'attend avec impatience. Anjoum, est-ce que, avec tous les problèmes que connaît le Pakistan, qui est dans ce que les stratèges appellent une zone des tempêtes, oui, entre l'Inde d'un côté, l'Iran, l'Afghanistan, le Golfe arabe en plein tumulte, est-ce que la culture au Pakistan a toute la place qu'elle mérite pour brasser, rassembler, créer une dynamique dans ce peuple qui est en mouvement, qui est une société diverse, ethniquement, religieusement? Il y a des hindous, des sikhs, des chrétiens, des musulmans de toute obédience. Mais c'est déjà dynamique. C'est pas de recréer au créer. C'est continuellement en train de se recréer. Et c'est très, très résilient. Résilient. Voilà. Oui. C'est le mot principe du Pakistan pour moi. Et et c'est superbe comme pays. Très bien. Oui. Et donc, Hedayat, vous avez travaillé, je crois, avec l'Alliance française. Est-ce que vous sentez chez les jeunes qui sont très anglophones, oui, est-ce que vous sentez une demande de Français, de France? Que représente pour vous la France, par exemple? Énormément, parce que ça peut paraître bizarre, mais la demande pour le français va croissante, malgré la propagation très généralisée de l'anglais à travers le monde, mais les jeunes Pakistanais aiment beaucoup, c'est-à-dire ils sont très attirés par la culture française et la diversité culturelle est très prisée. D'accord.
Et comment vous expliquez cette attirance pour la France? Est-ce que c'est une réaction contre ce qui est perçu comme un monopole, une suprématie anglo-saxonne? Je crois que c'est un désir de voir d'autres choses dans le monde, c'est-à-dire ne pas rester uniquement braqué sur le monde anglophone, mais parce qu'il y a une sphère francophone qui est vaste. Et aussi, c'est traditionnellement l'attrait du français au Pakistan provient de la littérature, parce que la littérature française est connue dans cette région du monde, qui a été traduite, qui est lue. Est-ce que c'est traduit en ourdou? Est-ce que les grands classiques sont traduits en ourdou? Depuis beaucoup de temps, parce qu'il y a eu des Français qui étaient installés au Pakistan, dans cette région, même avant l'indépendance. Oui. Et il y a eu des traductions en ourdou, et puis la littérature française est également lue en anglais. D'accord, très bien. Très bien. Alors, maintenant, puisque nous sommes dans la culture, nous allons vous présenter deux mannequins pakistanais, car il y a des mannequins, et c'est le pays des cotonnades et des tissus. Nous avons les mannequins Farwa et Sidra, qui sont habillés avec des créations récentes, mais qui puisent dans le registre des cotonnades et des tissus, des calicots, qui ont rendu l'Inde fameuse. Et nous avons aussi un groupe musical, celui de Shahzad Santo Khan, qui rentre d'une tournée absolument triomphale en France, où il est très connu chez les amateurs de musique mystique. Il a même été à l'île de la Réunion. Et il va nous interpréter, comme nous sommes, j'ai oublié de vous le dire, nous sommes aujourd'hui le 1er de Muharram, c'est-à-dire le nouvel an musulman commence aujourd'hui. Et il va nous interpréter un chant, une musique, un chant mystique qui est un sermon en musique pour célébrer le nouvel an musulman. Donc c'est Shahzad et sa troupe. Oui, donc nous allons suivre cette musique qui est aujourd'hui, qui est devenue mondialement connue à partir de cette caisse de résonance qui est le théâtre de la ville à Paris, qui a invité un des maîtres de cette musique qui s'appelait Nusrat Khan, passé dans les années 80, et depuis c'est devenu une musique mondialement connue chez les mélomanes et les oreilles les plus fines. Et donc nous avons avec Shahzad, un de ses disciples les plus brillants, qui lui ressemble d'ailleurs même physiquement. Et nous allons maintenant l'écouter. Ça vaut vraiment le détour. Oui. Allô? Caméra, which camera? Which camera? Oui, donc nous voulons, avec ce groupe de musique mystique soufi, nous continuons ce tour du monde
de la francophonie, vous l'avez compris, avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie et avec la participation des alliances françaises. Nous sommes ici dans le sous-continent indien, entre l'Asie et le Moyen-Orient. Et ça continue avec, évidemment, ce que nous appelons les alias du direct. Et nous continuons le tour du monde. Je vais bientôt, tout à l'heure, inviter mes invités donc, pour continuer le tour du monde. Et là, nous venons parler de la culture. Nous avons abordé la peinture, la littérature, la musique, la mode. Oui. Alors, mais il y a une petite question qu'on se pose tous, c'est que la littérature, la culture pakistanaise s'exporte peu, contrairement au cinéma iranien, par exemple, ou au cinéma ou à la culture indienne. Comment expliquer le fait que le Pakistan reste un peu dans l'ombre? Je ne sais pas si ça reste dans l'ombre. Et je ne crois pas qu'il y a une seule explication. Mais peut-être c'est vu comme ça, mais en fait, il y a plein de trucs qui se passent. Peut-être ils ne vont pas faire autant de, on dirait, des publicités ou des advertisements, tout ce qu'on veut faire pour être projeté. Peut-être c'est ça le problème. Mais sinon, il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges avec d'autres pays. Le cinéma, c'est vrai, en ce moment, c'est devenu un nosedive. Oui, on ne voit pas de films pakistanais dans les grands festivals. Mais dans le côté digital, dans le monde digital, le cinéma, ça commence. Il y a un côté qui va avec l'avenir. Mais l'avenir, ce n'est pas vraiment les grosses caméras. Maintenant, on transporte tout dans notre poche. D'accord. Je crois qu'il y a ce genre de fusion. Il y a ce genre de... Très bien. Voilà. Parfait. Bon, oui, alors est-ce que vous recevez beaucoup d'artistes étrangers, vous les présentez au Pakistan, il y a des échanges culturels ou pas assez? Par l'intermédiaire de l'Alliance française, par exemple, il y a des concerts, il y a des artistes, il y a eu des expositions au Pakistan de peintres français. Et parce que les alliances françaises jouent un rôle de premier plan, c'est-à-dire dans la propagation de la langue et de la culture française, oui. Et sont efficaces. C'est-à-dire que de tous les centres culturels européens au Pakistan, oui. C'est le réseau de l'Alliance française qui bénéficie de plus d'audience. Très bien. D'accord. Alors, pour la musique, donc, nous revenons donc à Shahzad avec son groupe de musique mystique dite Qawwali, qui rentre d'une tournée, comme je l'ai dit, triomphale en France. Et il se produit avec un groupe d'ethno-jazz, un groupe français qui s'appelle Marcus, avec lequel il a fait une tournée à La Réunion. Et nous allons tout de suite lui donner la parole, si je puis dire, lui donner de la voix pour qu'il nous interprète un sermon religieux pour commémorer le nouvel an musulman qui commence aujourd'hui. मावा नू पीरा बचड़े दे नए मावा नू पीरा बचड़े दे नए भैणा नू
कलंदर दमादम मस्त 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 कलंदर दमादम झूले अरशां दे अंदर झूले अरशां दे झूले अरशां दे झूले अरशां झूले अरशां दे अंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर कलंदर लाल 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 दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर मावा नु पीरा बचड़े देना है मावा नु पीरा बचड़े देना है बहना नु देना है वीर मला झूले लालन बहना नु देना है वीर मला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवन दा शहबाज कलंदर लाल शहबाज कलंदर लाल शहबाज झूले लाल 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 झूले लाल लाल Eh bien, retour à Lahore face à la mosquée Bad Hisham et nous continuons le tour du monde de la francophonie sous les appels du muezzin parce que c'est vendredi. Ce sont les aléas du direct mais aussi la réalité de Lahore. Et je passe à mes invités. J'ai Valérie Khan qui est franco-pakistanaise et qui est installée depuis des années au Pakistan et Zishan Ashraf Mohammad qui est un Pakistanais francophone qui est un consultant digital. Il va nous expliquer de quoi il s'agit. Mais Valérie, vous êtes française, vous êtes mariée à un Pakistanais, vous vivez ici, vous êtes complètement acclimatée. Vous faites quoi dans ce pays? Comment vous êtes venue ici? Alors, je travaille pour 2 ONG. Je préside une ONG et j'en dirige une qui s'occupe de la protection des droits des femmes et des droits de l'enfant. Chantier. Voilà. Et puis, je suis aussi conseillère consulaire pour les Français d'Asie centrale. Très bien. Alors, votre travail pour la promotion de la femme dans ce pays qui, évidemment, souffre de ce problème de façon endémique, ça consiste en quoi? Quels sont vos espoirs, les difficultés que vous rencontrez et pourquoi pas les succès que vous remportez? Alors, ça consiste essentiellement à travailler avec les parlementaires, avec les départements gouvernementaux, avec la société civile, les journalistes locaux, pakistanais, les communautés également, pour modifier, améliorer le cadre juridique, politique et ensuite faire qu'il y ait moins de violence contre les femmes. Alors j'ai travaillé avec Marvi Memon que vous avez justement interviewé plus haut et nous avons réussi grâce à la loi qu'elle avait passée et un travail holistique à faire décroître le vitriolage au Pakistan par exemple de 50% et à augmenter le taux de condamnation de 10%. Donc les choses bougent, c'est encourageant. Vous n'êtes pas découragé malgré les oppositions ici ou là, notamment des religieux. Vous continuez. Vous avez assez de soutien dans la société profonde pakistanaise pour ce travail. Mais l'opposition, ce n'est pas problématique. Ça fait partie du processus démocratique. Il faut simplement arriver à obtenir des consensus, à dialoguer. Et puis les religieux ne sont pas forcément contre nous, loin de là. Nous venons d'avoir une loi, par exemple, qui établit la Commission nationale des droits de l'enfant depuis le 13 septembre. Ça a été voté. Les religieux nous soutiennent à cet effet. Il faut travailler, comment dirais-je, avec empathie, détermination, être vrai, savoir aussi proposer un discours que les Pakistanais puissent comprendre. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Et généralement, dans vos voyages à travers tout le Pakistan, la France, qui, comme vous le savez, abrite la plus grande communauté, entre guillemets, musulmane d'Europe, elle est perçue comment par le commun des Pakistanais? Les Pakistanais sont très francophiles, donc il y a toujours ces images d'Épinal, vous savez, les Champs-Élysées, la mode, le design, et puis dans le contexte politique, beaucoup de politiques pakistanais réfèrent aussi aux philosophes des Lumières, au contrat social, à Voltaire, à
tout un tas d'écrivains, les activistes de la société civile également. Donc il y a un potentiel énorme pour en fait renforcer ces liens entre la France et le Pakistan. Et il y a au fond un accueil et une envie pakistanaise de développer également ces relations. Qui trouve des échos en France. Bien sûr. Vous verrez notamment que Gulala Ismail de la fondation Aware Girls a été récemment récompensée. Elle a reçu le prix de la République française pour les droits humains. Il faut continuer. C'est un exemple parmi tant d'autres. Très bien. Zishan Ashraf Mohamed, consultant digital. Vous avez appris votre métier, l'art du digital en France. Exactement. Qu'est-ce qui vous a conduit à partir en France comme ça? Partir de France, tout d'abord c'était l'aventure pour aller en Asie. Je voulais voir autre chose. Et puis aussi, il y avait aussi cette envie de pouvoir faire, à travers son travail, un impact dans la société. Et puis cette opportunité s'est présentée de venir au Pakistan et travailler pour un grand groupe de télécommunications européen, Télénor, ici. Donc j'ai saisi l'occasion et puis voilà, me voici ici. Très bien. Et vous gardez des liens avec la France Exactement, que ce soit au niveau culturel ou même au niveau technologique et même au niveau économique. Aujourd'hui, mon travail consiste à humaniser la technologie, rendre la technologie accessible au plus grand nombre ici au Pakistan, à travers les différentes initiatives que nous faisons. Le lien avec la France se fait, par exemple, nous travaillons avec Hello Tomorrow, qui est une très grande organisation qui organise la plus grande compétition de start-up mondiale, qui est basée à Paris. Et pour le Pakistan, nous les avons aidés à sélectionner 3 finalistes pour représenter le Pakistan à Hello Tomorrow, à Paris, dans une compétition globale de start-up. Voilà. Donc les liens avec la France ne sont pas seulement culturels, mais aussi au niveau économique et digital. D'ailleurs, je profite d'être ici pour inviter tous les acteurs économiques et digitales de France à venir au Pakistan. Il y a beaucoup d'opportunités ici. À bon entendeur, salut. Eh bien, nous allons parler. Cette émission, ce tour du monde de la francophonie, nous le faisons en direct, avec les aléas du direct. Nous le faisons sous les prières du muezzin. Je ne sais pas là où je suis, quel est l'impact sur la qualité du son, sur les téléspectateurs, mais je pense qu'en tout cas, c'est du direct, c'est du concret, c'est du charnel. Et j'espère que ça passera avec la production ici, je vais demander qu'on passe un sujet sur la visite du président Mitterrand le 21 février 1990 au Pakistan, car la France est le premier pays non musulman qui a reconnu le nouvel État du Pakistan en juillet 1951. Et donc après, nous parlerons des rapports franco-pakistanais d'État à État, mais pas seulement de société à société. Donc j'espère que le réalisateur Ali va suivre mon message pour passer le sujet sur la visite de François Mitterrand à Islamabad le 21 février 1990. Et si c'est possible, je recevrai mes 2 derniers invités, les suivants pour clore l'émission. J'espère que le message passera. François Mitterrand est arrivé tout à l'heure au Pakistan. 3 jours de visite officielle pour une première depuis que le Pakistan existe. Cela fait maintenant 42 ans. C'est la première visite d'un chef d'État français dans ce pays, dont le Premier ministre, je vous le rappelle, est une femme, Madame Benazir Bhutto. Pierre Serra, à Islamabad. Danse folklorique populaire à l'aéroport d'Islamabad dont les murs ruissellent d'ampoules multicolores. Alignés, les soldats chargés de rendre les honneurs. C'est la première image du Pakistan pour le président de la République à Madame Mitterrand à leur descente d'avion. Venu les accueillir, le président Ghulam Ishaq Khan, au rôle strictement protocolaire. À ses côtés, celle qui gouverne actuellement le pays, le Premier ministre Benazir Bhutto. Présentation, retrouvailles, salutations au drapeau, hymnes nationaux, salves d'honneur et les troupes qui défilent. Voilà pour le décorum. Derrière ce protocole, il y a un pays musulman de 108 millions d'habitants, épisodiquement secoué par des problèmes ethniques, en proie à des difficultés financières et qui connaît à ses frontières avec l'Inde voisine que François Mitterrand a visité l'année dernière, une situation de tension aggravée ces derniers temps à propos du Cachemire que les 2 pays revendiquent. C'est là le thème des entretiens qui ont commencé tout à l'heure avant le dîner officiel offert par le président Ishaq. Durant cette visite, on parlera aussi des relations bilatérales. Au centre des conversations dans ce domaine,
le désir de ce pays de se doter d'une usine d'énergie nucléaire, un projet que la France avait une première fois soutenu, mais qui avait tourné court. Eh bien, retour sur le plateau du Tour du Monde, retour sur le plateau du Tour du Monde de la francophonie qui a été un peu bousculé dans son organisation pour des raisons qui sont totalement involontaires de notre volonté, puisque c'est le premier jour du Nouvel An musulman, que c'est un jour très religieux dans ce pays très religieux, et que donc nous avons le serment permanent durant toutes les missions du Mollah. Donc là, je reçois mes deux derniers invités, et pas les moindres, Ali Ahmad Bati, qui est un franco-pakistanais, et Stéphane Gaillard, directeur de l'Alliance française d'Islamabad. Ali Ahmad... Ah, pardon, d'Islamabad. Voilà, bon, de Lahore, bien entendu, de Lahore. Alors, Ali Ahmad Bati, très rapidement, vous travaillez à Islamabad pour la promotion du français. Est-ce que c'est... Vous avez vécu 15 ans en France, pourquoi vous êtes revenu au Pakistan pour faire la promotion du français au Pakistan? En fait, on n'a que quelques minutes. D'accord. En fait, je suis parti pour faire mes études en France. Et là, je me suis senti vraiment... Là, toujours, je me sens vraiment chez moi. Paris m'a accueilli bras ouverts. Et au retour, je voulais partager mes connaissances, tout ce que j'ai appris à Paris, en France surtout. C'est pour ça que j'ai rejoint l'Alliance française d'Islamabad. Et depuis, c'est assez récent. On fait des activités culturelles, de langue et tout ça. Très bien. Stéphane Gaillard, Lahore représente la moitié de la population du Pakistan, du PIB, on l'a dit, etc. Il paraît que ça représente la moitié des francophones du Pakistan. Dites-nous un peu où en est le tableau de la francophonie au Pakistan. Alors, dans un contexte un peu plus régional et continental, il faut savoir que le Pakistan tient bien son rôle au niveau de la diffusion du français et de la francophonie, puisqu'il se classe 4e au niveau des pays asiatiques, hein, juste derrière les monstres chinois, indiens et l'Indonésie, avec pour le Pakistan l'ensemble de son réseau des alliances, près de 5000 apprenants différents à l'année. Formidable. Et alors, j'ai cru comprendre tout à l'heure dans une conversation que nous avions eue qu'il y a une sorte de crise des vocations. C'est-à-dire qu'il y a des pays où les alliances se plaignent de ne pas avoir assez d'étudiants. Vous vous plaignez d'avoir trop d'étudiants et pas assez de professeurs. Comment ça se fait? Exactement, c'est une problématique compliquée ici au Pakistan, puisque depuis plusieurs années, les systèmes éducatifs, essentiellement des établissements privés, développent le système de International Baccalaureate. Et dans ce système de International Baccalaureate, il y a obligatoirement l'étude de 3 langues vivantes. Donc ici, de façon naturelle, il y a l'ourdou et l'anglais, et le français arrive en très large première position, bien avant l'allemand, l'espagnol, le chinois, etc. Et nous avons absolument besoin ici au Pakistan de professeurs de français, et merci à TV5 Monde avec leur tour du monde en français de pouvoir avoir cette tribune mondiale et de dire aux professeurs de français de la planète: venez au Pakistan, répondez à nos petites annonces sur les sites spécialisés, dont celui de la Fondation Alliance française, pour venir au Pakistan. Les formalités de visa sont un peu compliquées, mais après quelques mois de labeur intense, vous pouvez venir travailler chez nous, et vous êtes les bienvenus au Pakistan. Au-delà des réticences et de la crainte de venir au Pakistan, vous serez, je vous le garantis, absolument les bienvenus ici, et vous serez très heureux d'être ici parmi nous. Et notamment à Lahore, qui est vraiment une ville absolument somptueuse. D'ailleurs, je rappelle pour les amateurs de littérature que c'est à Lahore que l'écrivain anglais Rudyard Kipling a imaginé, pensé et conçu son livre de la jungle. C'est vous dire qu'on est là dans un des hauts lieux de la civilisation indo-musulmane, et que ça vaut vraiment le voyage. Donc ainsi, nous arrivons au bout de cette étape, de ce fantastique tour du monde de la francophonie, encore une fois qui est réalisé avec
le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie, la participation de nos alliances et notamment des alliances du Pakistan, particulièrement celle de Lahore, dont je remercie le directeur. Et le tour du monde va continuer. Je vais donc être amené à donner d'ici peu, à transmettre le flambeau du tour à Yael Lutresse qui se trouve à Saint-Paul de la Réunion. Et on continue le chemin de ce tour du globe ensemble et en français, bien entendu. Bonjour le Pakistan, merci Lahore. Et oui, nous reprenons le flambeau pour ce tour du monde de la francophonie. Un conseil, restez confortablement assis car dans un instant, nous allons vous faire voyager sous les tropiques. Ici à La Réunion, cap sur la multiculturalité. Vous le verrez, la culture française est partout, dans nos rues, dans notre musique et même dans notre cuisine. Mais à chaque fois, elle est métissée. Français, créole, main dans la main. C'est tout de suite en direct de Saint-Paul de la Réunion sur TV5 Monde.